Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Je donne à nouveau la parole au Conseil national de la défense de M. Nunchea. Veuillez poser vos questions. Maître Sunaran, Monsieur le Président, merci beaucoup. Je n'ai que quelques questions à poser. Vous avez mentionné que vous avez travaillé plus tard à S21 et lorsque les Vietnamiens sont arrivés, on a renommé le lieu école Tuol Sleng. Est-ce exact? Oui. À ce moment-là, ils ont appelé l'endroit Tuol Sleng. Question. Qui était le président ou le responsable de Tuol Sleng lorsque vous y avez travaillé? Réponse. Le directeur. À ce moment-là, il y avait un tableau d'affichage à la grille où l'on pouvait lire Musée du génocide ou quelque chose comme ça. Et My Lam était le directeur. Il était de nationalité vietnamienne, mais parlait français. Question. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi un Vietnamien avait été chargé de diriger le musée du génocide parce qu'il y avait des ressortissants cambodgiens? Pourquoi est-ce que c'est un Vietnamien qui a été nommé à ce poste? Réponse. À l'époque, l'armée vietnamienne était dans tout le Cambodge. Où que l'on aille, on rencontrait des soldats vietnamiens. Réponse. Merci. Question. Lorsque vous avez travaillé là-bas et d'après vos précédentes déclarations, votre tâche a été de reconstituer la source documentaire qui avait été éparpillée et dispersée et vous avez reconstitué l'archive pour qu'elle soit conservée pour les besoins du gouvernement. Dans cette phase de recueil, de compilation de ces documents, avez-vous pu comprendre la structure de l'ancien S21, car s'il s'agissait d'un lieu de travail, il devait y avoir un organigramme du lieu. Avez-vous jamais trouvé quelque part un organigramme écrit ou imprimé de S21? Réponse. Ce qui, à l'époque, a attiré mon attention, c'est que j'avais un ami qui était également revenu de France. Il était un ancien professeur de philosophie et il m'a vu de loin et il s'est rapproché de moi pour me dire que si j'aimais les documents, alors je devrais me rendre là-bas parce qu'il y avait beaucoup de documents là-bas. Et mon objectif fondamental à ce moment-là
était de retrouver les aveux de mes amis qui étaient revenus de l'étranger. À ce moment-là, je me demandais toujours où étaient passés mes amis qui avaient disparu, parce que tout le monde disait qu'ils avaient disparu. Je me suis rendu là pour essayer de trouver des documents qui m'auraient permis de retrouver leurs traces. Et je voulais en fait pouvoir consulter les aveux qui figuraient dans les documents de Tuolsleng. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de travailler à Tuolsleng. En consultation avec Mylam, celui-ci m'a demandé d'aider aux travaux qui étaient en cours à Tuolsleng et j'ai commencé à travailler là. Et pendant que j'ai travaillé là-bas, j'ai recherché les documents, j'y ai recherché les noms de mes amis qui avaient été envoyés, qui avaient ensuite rédigé des aveux. D'après la structure, je savais qui était le président ou le directeur de S21. Mais en ce qui concerne l'organigramme, je ne l'ai pas retrouvé. Je n'y ai pas travaillé longtemps et la perte de tous mes amis proches fait que j'étais dans un très mauvais état à l'époque. Tout ce que je voulais faire, c'était retrouver les noms de mes amis dans ces sources documentaires. Question. Ma question visait à vous demander quelle était la structure organisationnelle de S21 pendant la période Khmer Rouge et si vous aviez trouvé des documents reproduisant cette structure organisationnelle pour S21. Réponse. Je ne me suis pas attardé sur cette question. Tout ce que je savais, c'est que Duke était le responsable de S21. Question. Je vous remercie. J'aimerais à présent passer à un autre sujet. Lorsque vous êtes devenu membre du FUNK et du GRUNC, et le FUNK et le GRUNC avaient joint leurs efforts avec ceux du Parti communiste du Kampuchea pour lutter contre les impérialistes américains. Connaissiez-vous Nuncher lorsque vous êtes devenu membre du FUNK et du GRUNC? Réponse. J'ai entendu prononcer son nom plus clairement lorsqu'il a signé des documents d'endossement des aveux des prisonniers de Tuolsleng. C'est alors que j'ai entendu dire qu'il occupait un rôle important dans le Kampuchea démocratique. Question. Vous avez dit que vous avez vu la signature de Nunchea qui figurait sur les aveux des prisonniers de Tuolsleng. Que savez-vous des personnes qui avaient signé ces aveux? Réponse. J'ai vu la signature des Cambodgiens revenus de l'étranger. Je ne peux pas vous énumérer leurs noms parce qu'il y en avait des centaines. Pouvez-vous vous souvenir de l'un ou l'autre de ces noms, des amis proches, dont les aveux auraient été contresignés par Nunchea? Pouvez-vous indiquer à la cour les noms d'amis proches de vous qui avaient été emprisonnés à S21? Réponse. Je ne peux pas m'en souvenir comme ça.
mais à l'époque, effectivement, j'en ai retrouvé. Question. Pendant la période de 75 à 79, saviez-vous quel poste occupait Nunchea dans le Kampuchea démocratique? Avez-vous jamais entendu dire ou est-ce que vous avez connaissance du poste ou des fonctions qu'il occupait pendant la période du Kampuchea démocratique? Réponse. Maître, par respect, j'aimerais répondre à votre question, mais je n'avais jamais rencontré M. Nunchea, je ne le connaissais pas et je n'ai jamais été mis en présence de son nom avant de travailler à Tuol Sleng. Merci. Question. Si c'est le cas, ce que vous nous dites dès lors, c'est que vous n'avez retrouvé la signature de M. Nunchea qu'après avoir commencé à travailler à S21. Lorsque vous avez commencé à y travailler entre août et novembre 1979, est-ce exact? Est-il exact de caractériser votre témoignage de cette façon? Réponse, oui, c'est exact. Question. Lorsque vous avez vu la signature de M. Nunchea, étiez-vous au courant du contenu des documents? Avez-vous lu les documents à fond et pu vous rendre compte de ce qu'ils contenaient? Réponse. J'ai simplement vu que ce document portait sa signature et d'autres collègues m'ont dit que cette signature était celle de M. Nunchea. Ils m'ont également dit que Nunchea était une personne qui occupait un poste important dans le régime précédent. Et donc, je dois répéter systématiquement le fait que j'ai effectivement vu cette signature qui figurait sur les documents qui étaient entreposés à Tuol Sleng. Question. Si vous avez vu la signature de M. Nunchea à ce moment-là, pensez-vous que vous pourriez la reconnaître si je vous montrais une signature de M. Nunchea aujourd'hui? Est-ce que vous pensez pouvoir reconnaître sa signature au jour d'aujourd'hui? Réponse. Non, je ne la reconnaîtrai pas. Moi, je ne connaissais pas Nunchea à l'époque. À l'époque, Kon Peng et Kon Senrat m'ont dit que cette signature était celle de Nunchea. Et je n'ai pas vraiment enregistré les caractéristiques de sa signature. Donc si vous me montrez une signature maintenant, je ne pense pas être en mesure de pouvoir la reconnaître ou la comparer parce que je n'ai pas d'expertise en la matière. Question. Lorsque vous êtes arrivé au Cambodge, vous avez dit que vous avez vu un document sur Norodom Sihanouk, le prince Norodom Sihanouk, un document qui aurait été celui de sa démission de la direction du Kampuchea. Excusez-moi, je vais reformuler et simplifier ma question. À votre retour au Cambodge, avez-vous jamais vu un document concernant la démission de Norodom Sihanouk, datée du 11 mars 1976?
Je ne sais pas quel était le nom du Kampuchea à l'époque. Je ne sais pas si c'était le Kampuchea démocratique ou si c'était encore le Grumke. Et ma question est la suivante. Avez-vous jamais vu la lettre de démission de Samdech Norodom Sihanouk à ce moment-là? Sa démission de la direction du Grumke. Réponse. Je ne m'en souviens pas, mais à ce moment-là, nous n'avions pas accès à la presse ou aux journaux. Peut-être, là je l'ai entendu à la radio, je ne me souviens pas à quelle date cela a pu être annoncé. Question. Vous venez de dire que vous l'avez entendu à la radio. Une émission qui a dit que Samdech Norodom Sihanouk allait démissionner de ses fonctions. Et vous savez qu'à l'époque, Samdech Norodom Sihanouk était le président du FUNK et du GRUNC. Il était le co-dirigeant, parce que vous étiez membre du FUNK et du GRUNC. C'était votre dirigeant. Alors, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Samdech Sihanouk avait dû démissionner de son poste? Étiez-vous au courant des raisons, des motifs qui l'avaient poussé à démissionner de ses fonctions? Réponse. Je n'ai pas pris la peine de poser cette question du tout, parce qu'à ce moment-là, j'étais réfugié, j'étais assez inquiet pour ma propre sécurité, j'étais en détention. Je me suis posé la question, mais je ne l'ai pas posée parce que j'étais moi-même en détention à ce moment-là. Question. C'était à la mi-mars 1976. D'après votre témoignage devant cette chambre, vous avez dit que vous êtes rentré au Cambodge en décembre 1976, ce qui signifie que vous êtes rentré au Cambodge après que Samdech Norodom Sihanouk ait déjà déclaré qu'il démissionnait de ses fonctions. Donc lorsqu'il a démissionné, vous étiez encore en France et vous avez pu apprendre sa démission à la radio. Donc ma question est la suivante. Vous êtes-vous jamais demandé personnellement pourquoi il avait décidé de démissionner, en particulier ceux qui le suivaient depuis le début, pourquoi il démissionnait de son poste, et est-ce que ceci a créé une inquiétude parmi eux? Le président, le procureur demande la parole. Allez-y, maître. Merci. Ce n'est pas une objection en tant que telle, mais Monsieur l'avocat a mentionné que le témoin était revenu en décembre 1976. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu. En réalité, il a témoigné être revenu en juillet 1976. Donc c'est juste une clarification, Monsieur le Président. Le président, co-avocat principal pour les parties civiles, je vous en prie. Monsieur Pit Ong. Merci, Monsieur le Président. Nous avons ici le témoin qui témoigne devant cette Chambre sur la base de ce qu'il a vu, de ce qu'il a pu rencontrer au cours de la période couverte par l'ordonnance de clôture. Et la question qui est posée par M. Soneron maintenant vise à obtenir ses observations personnelles concernant des événements auquel il n'a pas participé et dont il n'a pas pu être le témoin direct. J'aimerais dès lors émettre une objection sur cette base. La défense. J'aimerais répondre aux deux objections, celle de l'accusation et celle des parties civiles. Le témoin a rejoint le mouvement de résistance
dans les années 60. Dès lors, il était déjà actif, il avait accès à beaucoup d'informations concernant le mouvement de résistance. Et s'il nous dit qu'il ne savait pas que Somdak Sihanouk avait démissionné le 3 mars 1976, je voudrais simplement demander aux témoins, en tant que membre de cette organisation, s'il s'était jamais posé la question de savoir pourquoi Norodom Sihanouk avait démissionné et si cela n'avait pas posé des problèmes à ceux qui soutenaient le prince. Le Président, je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole au Conseil de la défense de M. Yengsari afin qu'il puisse interroger le témoin. Je vous en prie. Bon après-midi, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames et Messieurs les juges. Bon après-midi à vous tous dans le prétoire et Monsieur le témoin en particulier. Nous représentons M. Yengsari. Je vais d'abord vous poser des questions afin d'établir votre parcours. Pouvez-vous nous dire quels sont les diplômes universitaires dont vous êtes détenteur? Réponse. J'ai étudié pour une maîtrise, mais je n'ai pas été en mesure, pour obtenir une maîtrise, je n'ai pas été en mesure de terminer mes études. D'après certaines sources, on nous a dit que vous aviez abandonné des études de doctorat afin de rallier le Cambodge en 1976. Alors, revenons sur cette question. Est-ce que vous étiez en train de suivre un parcours doctoral ou une maîtrise? Avez-vous obtenu un diplôme? 76 as a student. De 1965 à 1976, l'interprète se reprend. Réponse. J'ai étudié l'économie politique, mais je n'ai pas été jusqu'au bout de ces études. La défense, je vous remercie. Donc, je conclus de cela que vous n'avez aucun diplôme universitaire en économie politique, en économie ou dans un quelconque domaine de sciences sociales. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. Donc, lorsque vous nous indiquez que vous avez abandonné des études doctorales, c'est pousser un peu la vérité, n'est-ce pas? Réponse. Dans le système d'enseignement français, dans le système tertiaire, ceci était effectivement permis. La défense, je vous remercie. Poursuivons. Vous avez indiqué dans vos déclarations et dépositions que suite au coup d'État, vous êtes devenu membre de l'Union des étudiants Khmer. Ça se serait situé dans les années 70, est-ce exact? Autour de 1970, est-ce exact? Réponse. Alors, vous étiez en France depuis 1965. Puis-je vous demander
Entre 1965 et 1970, aviez-vous une quelconque activité politique? Réponse. Comme d'autres étudiants, j'ai rejoint les mouvements politiques auxquels appartenaient les étudiants français. Question. Est-ce que cela signifie que vous discutiez politique avec les autres étudiants, ou est-ce que vous vous étiez engagé dans une organisation, un club, un comité qui aurait appartenu à un élément de l'éventail politique? Réponse. À l'époque, j'étais sympathisant de ceux qui se situaient dans les mouvements de gauche. Et lorsque j'étais étudiant là-bas, il y avait des mouvements en France et j'y ai participé avec d'autres amis. Question. Vous avez indiqué que vous aviez entendu parler de Kyosampang Hunan Hunyung et étiez-vous au courant des études qu'ils avaient faites ou de leur parcours universitaire? Réponse. J'avais lu la thèse rédigée par Kyosampang, par Hunan et par Huyong. Alors vous avez anticipé ma question suivante, c'est la question que j'allais vous poser maintenant. Bien, merci. En tant que membre de l'Union des étudiants Khmer, pouvez-vous nous dire si vous étiez très militant? Réponse. J'étais actif dans ce sens que j'étais à la Maison internationale. J'assistais aux réunions avec des étudiants étrangers pour parler de la situation du Cambodge. J'ai été en contact avec divers autres mouvements estudiantins. Question. Combien de Cambodgiens étaient membres de l'Union des étudiants Khmer quand vous-même en étiez membre? Réponse. Je ne m'en souviens pas exactement. Il y avait au moins 50 membres. Question. L'Union des étudiants Khmer avait-elle un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire? Y avait-il des responsables qui étaient élus au sein de ce syndicat d'étudiants? Réponse. Oui, il y avait un tel système. Question. Existait-il une charte énonçant les règles régissant l'organisation? Réponse. Oui. Oui, l'association avait un statut. Il s'agissait donc des statuts internes à l'Union. Question. Y avait-il un président au moment où vous en étiez membre? Et si oui, qui était le président ou qui étaient les présidents durant la période où vous étiez membre de l'Union des étudiants Khmer?
ពេលខ្ញុំចូលគឺប្រធាន Réponse. Quand j'étais membre, Song Si-keun était président de l'Union. Question. Y avait-il différentes factions au sein de l'Union des étudiants khmer? Y avait-il des factions idéologiques? La gauche, le centre, l'extrême gauche? Réponse. Au sein de l'Union, il y avait deux mouvements. D'une part, le mouvement le plus important, c'était les étudiants qui étaient les aînés, qui étaient en contact avec le Parti communiste français. Et après le coup d'État, il y a eu de plus jeunes étudiants qui penchaient vers le parti chinois. Question. Quelle était votre tendance? Vers quelle faction est-ce que vous penchiez? Réponse. J'étais au centre. Question. Je vais faire référence au document E3/97. Dans vos déclarations, et ici je donne les ERN, en khmer 0027 06 84 à 86, en français 0024 18 83 et 84, et en anglais 0028 71 00. On vous pose ici une question. On vous demande pour quelle raison l'Union des étudiants khmer a été dissoute en 71. Et vous répondez que Ieng Sary a pris la décision de dissoudre le mouvement. Je voudrais m'attarder quelque peu là-dessus avant de passer à une partie antérieure de votre réponse. Sur la base de la charte, comment se fait-il qu'une personne qui n'est pas membre de l'Union des étudiants khmer ait pu dissoudre l'Union des étudiants khmer dont vous étiez membre et qui avait un président à l'époque? Réponse. À l'époque, en France, il y avait différentes associations soutenant l'appel en 5 points de Norodom Sihanouk. Il y avait différents noms d'associations qui apparaissaient. Ieng Sary donnait des conseils à ces associations afin de créer une union, et tous ont accepté. Question, si je comprends bien votre réponse, il n'a pas dissous cette union, mais il a donné des conseils sur ce que les étudiants qui dirigeaient l'union et appartenant à différentes factions pouvaient faire. Serait-ce une façon exacte de présenter votre réponse? Réponse. Le conseil a été donné par Ieng Sary au président de chaque association et tous ont souscrit à son conseil, et c'était la réalité à l'époque. Question. Autrement dit, il n'a pas pris de décision. Il a donné des conseils, lesquels ont été acceptés.
Réponse. Dans ma vision des choses, c'était un ordre, parce que tout le monde devait mettre en œuvre la ligne fixée par Ieng Sary. Question. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris ce que vous dites. Ici, vous dites qu'il a pris une décision. Auparavant, vous avez dit qu'il avait donné des conseils, car il y avait 3 factions. Maintenant, vous changez de version, et vous dites qu'il a donné un ordre. Il y a 3 différentes versions que vous donnez lorsqu'on vous pose une question. Est-ce que vous constatez que vous donnez 3 versions différentes ? Réponse. J'ai répondu à votre question en disant que chacun accordait une grande valeur à l'avis de Ieng Sary, que ce soit un conseil ou autre, cela fonctionnait comme par magie. Question. Vous avez dit qu'à un moment, vous obteniez vos informations par le bulletin du FUNC. Est-ce exact ? Réponse. De quelle information s'agit-il ? Question. Merci d'avoir pointé que ma réponse n'était pas complète. Il s'agit des informations sur la situation au Cambodge. Je vous avais dit hier, je pense, que des informations étaient diffusées par le FUNC. Vous avez aussi dit, je pense, que quelque chose était imprimé à Paris. Réponse. C'était le bulletin du FUNC. Question. Qui faisait circuler le bulletin et sous quel titre ? Parce que vous avez dit qu'à Paris, il y avait quelque chose qui était imprimé et distribué. Qui l'imprimait ? Quel en était le titre ? Qui en rédigeait le contenu ? Réponse. En général, le contenu découlait des émissions radio du FUNC. Et c'était les étudiants qui se chargeaient de la diffusion du bulletin. La défense. Très bien. Si je comprends bien, quelqu'un écoute la radio, retranscrit ce qu'il entend et diffuse cela parmi ceux qui n'ont peut-être pas entendu l'émission de radio diffusée par le FUNC. Est-ce bien comme ça que cela se passait ? Réponse. Oui. Car à Paris, on ne pouvait pas capter la radio du front. Mais le texte était envoyé depuis Hanoï ou depuis ailleurs vers Paris. Ça, c'était le contexte en général. Question. Ça allait être justement ma question. Saviez-vous exactement d'où cela venait et qui rédigeait le contenu de ce qui était distribué ? Parce que vous avez aussi dit qu'à l'époque, il y avait l'ancien roi, l'ancien chef d'État, le prince Norodom Sihanouk, qui dirigeait le FUNC au bout du compte. Est-ce exact ? Réponse. Je n'ai pas compris la question. Question. D'où venaient les émissions
et qui était responsable du contenu. Parce que vous avez dit qu'à l'époque, le prince Sihanouk était à la tête du FUNC, à moins que je ne me sois trompé. Réponse. Le prince Norodom Sihanouk était en fait à la tête du FUNC. En général, il avait lui-même ses propres bulletins. Il aimait avoir son propre bulletin. Il y avait un autre bulletin qui provenait du bureau du FUNC. Le contenu en était diffusé également sur la radio du FUNC. Question. Dans ces informations que vous obteniez par le biais du bulletin de Norodom Sihanouk, trouvait-on grosso modo les mêmes informations que celles figurées dans l'autre bulletin, bien que les deux étaient radicalement différentes? Réponse. Le bulletin de Sihanouk portait sur ses propres activités. La défense. Très bien. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, non seulement aujourd'hui, mais dans votre livre, vous remerciez le professeur David Chandler de vous avoir encouragé à rédiger votre propre livre. Est-ce exact? Réponse. Non. J'avais déjà achevé la première mouture. Ensuite, j'ai fait la connaissance de Chandler. Je lui ai fait lire mon projet, mon brouillon, ainsi qu'à d'autres personnes. Question. À la page 15 de votre livre, il est indiqué que ce livre n'aurait pas existé si Henry Lockhart ne l'avait pas trouvé chez Steve Eder et si Steve Eder et David Chandler ne m'avaient pas encouragé à le publier. C'est à la 15e page de votre livre. C'est en français, ça a été traduit pour moi. Est-ce que c'est exact? Réponse. Laissez-moi préciser. J'avais déjà achevé le brouillon avant d'être encouragé à publier le texte. La défense. Donc, vous avez été encouragé à publier et non pas à écrire. D'accord. Sur cette base, peut-on conclure que vous avez peut-être été en rapport avec David Chandler, que vous êtes peut-être entretenu avec lui avant que celui-ci ne découvre un brouillon de votre manuscrit? Autrement dit, avez-vous rencontré cette personne avant cela et vous êtes-vous entretenu avec cette personne à un moment ou à un autre? Réponse. De manière générale, quand un auteur a achevé son manuscrit, il le fait circuler parmi d'autres pour qu'ils le lisent. J'ai fait la même chose. J'ai fait circuler ce manuscrit parmi mes pairs pour qu'ils le lisent. Voilà ce que j'ai fait. La défense. Très bien. Saviez-vous que vous étiez mentionné dans le livre de Chandler la tragédie de l'histoire
du Cambodge, publié en 83, réimprimé en 84. Saviez-vous que vous étiez cité dans son livre? Réponse. Je n'en ai pas souvenir. Question. Il me semble que pour écrire votre propre livre, vous avez dû faire pas mal de recherches. Réponse. J'ai fait certaines recherches, mais quand j'ai lu le livre de Chandler, je ne le connaissais pas en tant qu'auteur, et donc le livre que j'ai écrit ne s'appuyait sur aucun de ses livres à lui. Question. Je vous renvoie au document T108 50 1.75. On me fait savoir que cela n'a été traduit ni en khmer ni en français. Je vous donne le RN 0019 33 74. Ici, il dit que Hong était affilié à l'Union des étudiants khmer plutôt qu'à l'Union nationale des étudiants khmer, qui était plus radicale, l'organisation maoïste à laquelle le fils de Koy Tuk, ou plutôt à laquelle Koy Tuk Son appartenait. Est-ce que cette affirmation de M. Chandler concernant vous-même est exacte? Réponse. J'ai toujours encouragé les étudiants cambodgiens à s'unir, même s'ils appartenaient à différentes factions et tendances. J'avais des contacts avec ceux qui penchaient vers le parti français ou le parti chinois. Question. Je voudrais que l'on confirme que c'est exact. Il dit ensuite qu'une trentaine de membres de l'UNEK, y compris le fils de To Chok, ont été autorisés à rentrer au Cambodge en 1973, après que les Cambodgiens de Beijing eurent donné leur feu vert. Des étudiants comme Zhuang, qui étaient affiliés à l'UEK, se sont vus dire d'attendre et de ne pas rentrer au pays avant la période faisant suite au mois d'avril 1975. Est-ce que cela est exact selon vous? Réponse. Ça, c'est l'avis de l'auteur. Ce ne sont pas mes propos. Moi-même, je n'ai pas demandé à rentrer au Cambodge. La défense. Très bien. Donc, vous n'avez pas demandé à rentrer au Cambodge vers 73-74. Auquel cas, vous auriez dû passer par Pékin et recevoir le feu vert. Vous n'avez fait aucune demande. Réponse. Je n'ai jamais fait de demande en vue de rentrer au pays, ni en 73, ni en 74. La défense. Très bien, merci. Ensuite, il dit
qu'en 1974, Hun et d'autres membres du mouvement sont allés à Bucarest pour rencontrer Ieng Sari, qui était en voyage avec Sihanouk. J'ai écouté ce que vous avez dit hier et avant-hier. Et vous n'avez jamais dit être allé à Bucarest en 1974. Est-ce que ce que dit Chandler est exact? Autrement dit, êtes-vous allé à Bucarest en 1974? Réponse. Je suis allé à Bucarest en 1974. Question. À ce moment, l'UEK avait été dissoute. Y êtes-vous allé de votre propre initiative ou bien dans le cadre d'une association ou d'un groupe? Dans ce cas, de quel groupe ou association s'agissait-il? Réponse. Comme les autres, j'y suis allé en tant que membre de l'association des étudiants du FUNK. En 1974, il a effectué une visite avec Sihanouk en Roumanie, en Albanie et en Yougoslavie. Question. Pourquoi deviez-vous faire le voyage depuis Paris ou un autre endroit de France jusqu'à Bucarest en 1974? Pourquoi y aller? Réponse. Officiellement, l'association des étudiants du FUNK avait chargé certains étudiants de rencontrer Norodom Sihanouk, lequel était à la tête du front. Après notre rencontre avec Sihanouk, nous avons rencontré Ieng Sari. Question. Quand vous avez rencontré Sihanouk et Ieng Sari, avez-vous posé des questions ou était-ce simplement une activité sociale? Réponse. Je ne sais plus si j'ai posé des questions. Question. Le groupe et vous-même, êtes-vous allé sur place pour obtenir certaines informations de la part du prince Sihanouk et de M. Ieng Sari? Y êtes-vous allé pour que ces deux personnes représentant le FUNK répondent à certaines de vos questions? Réponse. Je ne sais plus si des étudiants ont posé des questions à Ieng Sari. Par tradition, les étudiants se contentaient d'écouter les allocutions de Sihanouk sans poser de questions, contrairement à ce que vous faites à présent. La défense. Soit, ça a dû être un événement mémorable que d'aller rencontrer le prince aussi loin que Bucarest. Quel a été son message à l'intention des étudiants qui étaient venus de Paris et qui, fondamentalement, représentaient le FUNK à Paris? Réponse.
Je ne sais plus ce qu'il a dit, mais nous l'avons rencontré. Il a parlé de ceux qu'il avait rencontrés. Mais il n'a pas fait d'autres observations, je pense. Question, je veux être sûr d'avoir bien compris. Il est là-bas, au nom du FUNC, pour donner des informations. Est-ce que vous nous dites qu'à ce jour, vous ne savez plus s'il a parlé des événements du Cambodge, s'il a parlé de l'évolution de la lutte contre Lon Nol, s'il a parlé des projets éventuels d'avenir? Pour vous, c'est le vide total, aucun souvenir. C'est ce que vous nous dites? Réponse. Je ne dis pas que lui n'a rien dit, mais je n'ai pas accordé d'attention particulière au fait qu'il ait pu rencontrer le président de tel ou tel pays. Peut-être a-t-il aussi parlé de la situation au pays, mais je ne m'en souviens tout simplement pas. Question. Toute dernière question, avant d'en terminer pour aujourd'hui. Je voudrais à nouveau citer la même page du livre de Chandler. Voici ce qu'il dit. Durant le deuxième semestre de 1975, une trentaine d'expatriés khmers ont été ramenés au Cambodge en provenance d'Europe et en particulier en provenance du bloc soviétique via Pékin. Mais ce n'est qu'en avril 1976 que Hung et sa femme ont reçu l'autorisation de voyager dans un quatrième groupe de Cambodgiens retournant au pays, dont chacun comportait une quarantaine d'hommes et de femmes. Vous avez dit à quel moment vous étiez rentré. Mais ma question est la suivante. Attendiez-vous l'autorisation de rentrer? Autrement dit, à partir de la chute de Phnom Penh en avril 1975, avez-vous fait la demande de rentrer au Cambodge? Et est-ce que c'est seulement un an plus tard que vous-même et votre épouse avez reçu l'autorisation de vous rendre au Cambodge en passant par Pékin? Réponse. À cette époque, c'était l'ANCAR qui décidait. Lorsque l'ANCAR avait besoin de nous, il faisait appel à nous et à ce moment-là, on rentrait. La défense, peut-être que quelque chose s'est perdu dans la traduction. Je ne vous demande pas s'ils vous ont appelé. Ce que je vous ai demandé à vous, si vous aviez volontairement, délibérément exprimé le vœu de rentrer dès avril 1975 et si vous avez dû attendre d'en avoir l'autorisation avant de pouvoir rentrer. Donc, il y a une nuance qui est significative. Réponse. Oui, nous avions introduit une demande, nous tous. Nous avions introduit une demande, et moi également, pour obtenir la permission de rentrer au Cambodge, et quand on a obtenu la permission, on est rentré. Question, il est un peu passé 4 heures et je vais changer de thème. Je m'en remets à vous, Monsieur le Président. Le Président, je vous en prie, continuez, maître. J'aurai besoin d'au moins 1 heure encore, donc nous n'allons pas finir aujourd'hui, parce que l'équipe de Khieu Sampang a également des questions à poser. Donc je ne voulais pas exercer un contrôle de l'horaire.
ត្រូវការពេលវេលាបន្តិចបន្តួចក្នុងការតាំងសំណួរដែលដោយ Ah, peut-être s'il y a une erreur de traduction, je croyais que vous n'aviez besoin que de peu de temps pour poser quelques brèves questions aux témoins. Donc, probablement, est-ce que ça n'est pas passé? S'il vous faut encore une heure de questions, effectivement, je ne vais pas vous demander de continuer car nous sommes arrivés à l'heure de lever d'audience. Le moment est donc à présent venu de lever l'audience. La Chambre suspend ses travaux pour la journée. Nous reprendrons lundi le 13 août à partir de 9 heures du matin. Et lundi, nous reprendrons avec le témoignage de M. Sun Si-kun. Nous commencerons par les questions que veulent lui poser les équipes de la défense. Dans l'alternative, c'est M. Hong Tong-hun qui sera un témoin de réserve au cas où M. Sun Si-kun est en trop mauvaise santé pour témoigner. Donc, monsieur le témoin, votre témoignage n'est pas terminé et nous vous demandons donc d'être présent à la cour lundi matin. Le greffier d'audience s'organisera avec le témoin pour assurer le transport et l'hébergement du témoin et pour s'assurer qu'il sera de retour aux chambres extraordinaires lundi de la semaine prochaine pour servir de témoin de réserve. Au cas où l'état de santé de M. Sun Si-kun ne serait pas suffisamment bon pour qu'il puisse poursuivre son témoignage. La sécurité va maintenant raccompagner les accusés à leur lieu de détention, les ramènera dans le prétoire pour 9 heures lundi matin. L'audience est donc levée.